Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cybersecurity Coalition. Dans ce podcast mensuel, dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne, de la formation, voire d'autres, sur des sujets importants ou d'actualité, mais toujours liés à la cybersécurité. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet particulièrement important, la formation des jeunes, des enfants, à la sécurité en ligne. Oui, parce qu'on le sait et on le voit, ils ont un accès à un écran interactif dès le plus jeune âge. Je veux dire que les écoles primaires voient aujourd'hui arriver les smartphones dans les cours de récré, là où les grands frères et les grandes sœurs recevaient leur téléphone portable en arrivant dans le secondaire. Et puis il y a la pression sociale, qui lance directement ces jeunes, ces enfants sur les médias sociaux à un âge qui se retrouve souvent en infraction avec les règles de ces plateformes sociales. Et puis des parents, je suis coupable moi aussi, qui parfois ne savent pas comment refuser, peuvent laisser plutôt faire que d'aller dans le conflit. Et puis il y a les écoles, on l'a dit, qui voient arriver ces appareils dans les cours de récré et qui se retrouvent face à un dilemme. Laisser ou interdire. Et puis il y a celles qui décident d'utiliser cette opportunité pour éduquer. Et c'est bien ça le sujet d'aujourd'hui, l'éducation à la cybersécurité. Notre but n'est pas de juger, de savoir si c'est bien ou mal de lâcher des enfants si jeunes sur Internet, mais bien de voir comment est-ce qu'on peut les éduquer, les aider à se protéger et leur expliquer comment réagir. Parce que vous l'avez peut-être lu vous aussi, la presse se fait régulièrement écho d'études et d'autres spécialistes, parfois de parents, qui s'inquiètent des risques sur Internet. Et dans la grande majorité des articles, en tout cas ceux que j'ai pu lire, on parle surtout de protéger les jeunes en leur interdisant l'accès à Internet avant un certain âge. Mais dans très peu de cas, on parle aussi de les éduquer, de leur apprendre à détecter les risques ou de leur donner les bons réflexes. Eh bien, c'est justement pour parler de ce sujet aussi important que passionnant que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Justine Cosquet de Bibliothèques sans frontières et Jérémy Grand-Clodon de l'Agence du numérique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Justine, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter Bibliothèques sans frontières pour nos auditeurs et nous expliquer ce que vous faites pour la sécurité des jeunes en ligne? Oui, tout à fait. Donc, je suis Justine Coxet, je suis chargée de programme au sein de Bibliothèques sans frontières Belgique et je coordonne plus spécifiquement un programme qui s'appelle les cyberhéros. C'est une initiative qu'on a lancée en 2018 avec l'objectif de venir sensibiliser les enfants à partir de 8 ans quant aux enjeux de la sécurité en ligne et puis plus largement aussi de la question du bien-être en ligne. On le fait en proposant des activités pour les enfants, mais aussi en allant voir les parents et les enseignants qu'on forme en nombre et pour lesquels on développe des ressources pour que ces enjeux-là se fassent réellement une place à l'école. Et alors le cyberhéros commence à quel âge ? Alors le cyberhéros commence, avec nous en tout cas, à partir de 8 ans. Pour certaines activités, ça peut même a priori intéresser dès 7, dès 6 ans, notamment lorsqu'on parle avec les parents, puisqu'on pense qu'il faut s'atteler à ces sujets très très tôt, mais plutôt 8 ans. Ok, merci. On en sait déjà un tout petit peu plus, mais Jérémy lui aussi va nous le dire, puisque l'Agence du numérique a un rôle dans la formation, surtout auprès des écoles, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais, toi, à l'Agence du numérique, et comment l'Agence du numérique prend sa responsabilité sur la sécurisation des écoles et des jeunes en Wallonie ? Moi, c'est donc Jérémy Grand-Clodon, expert senior à l'agence numérique pour la partie cybersécurité. Donc l'agence numérique, c'est une agence qui est moins connue, évidemment, et on œuvre en fait pour le développement de la stratégie numérique de la Wallonie, ce qu'on appelle Digital Wallonia. Et donc on travaille en collaboration avec plein d'entités, gouvernement wallon, services publics, des partenaires privés, publics, voilà. Et on a notamment un pôle éducation qui travaille beaucoup plutôt pour la partie école au sens large du terme, l'installation de la partie Wi-Fi par exemple, le nouveau matériel, réfléchir aux nouvelles stratégies digitales et l'éducation, voilà. Mais on a aussi évidemment un pôle cybersécurité où je suis, et là on a décidé de toucher un petit peu plus directement les jeunes et leurs professeurs avec un ouvrage. C'est La cyber, je gère, guide de survie numérique. Et là, c'est vraiment un ouvrage destiné aux 15-20 ans pour avoir un petit peu un socle, une fondation, papier, pas numérique, pour essayer d'aborder un petit peu toutes les questions que tu as soulevées en introduction. D'accord, c'est génial. Alors on va commencer directement par les écoles, si vous le voulez bien. Et puis, je vais partager une expérience personnelle
qui n'est pas des plus plaisantes malheureusement, pas pour critiquer l'école, je sais qu'ils ont un rôle important et que c'est pas toujours facile de faire face à cette situation d'ultra-numérisation des jeunes aujourd'hui, mais la première adresse email souvent qu'un enfant a, c'est celle de l'école. C'est là que ça commence. On arrive à l'école, on reçoit une adresse email, c'est tout nouveau, c'est génial, on va tout faire par email, tu vas voir, et en plus ça te forme à utiliser un email. Et ça, je trouve ça très bien. Et puis, j'ai un petit hic dans l'histoire. Il y a quelque chose qu'on peut corriger facilement, mais quelque chose que j'ai vécu, on dit à l'enfant, bon bah voilà, tu ouvres ton adresse email, tu rentres ton nom, ton prénom, très bien, c'est moi, hop, hop. Tu vas créer ton mot de passe. Utilise ta date de naissance, c'est plus facile. Prends juste l'année, les 4 chiffres, comme ça tu es sûr de ne pas l'oublier. Alors, bon, la sécurité informatique et la formation à la sensibilisation, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Commencer par dire aux enfants, choisis surtout un mot de passe que tu ne vas pas oublier, alors qu'on sait très bien que c'est la raison principale pour laquelle on crée des mots de passe qui ne sont pas sécurisés. Bah, c'est déjà commencer à lui mettre le pied dans le mauvais sens. C'est un peu dommage. Et donc, moi, je voulais vous poser cette question, parce que finalement, former les enfants à l'école, oui, évidemment, mais c'est commencer par former les enseignants. Et je ne parle même pas de comment est-ce qu'on parle de sécurité, mais simplement dans leur propre comportement à eux. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui au niveau des enseignants pour leur donner les bons réflexes qu'ils puissent ensuite transmettre aux écoles? Justine, qu'est-ce que vous faites pour ça? L'anecdote que vous partagez résonne fort avec ce qu'on observe sur le terrain. Effectivement, on sent à la fois monter cette injonction dans le milieu de l'éducation au fait d'amener le numérique dans les pratiques éducatives et en même temps aussi une sorte de panique parce que d'une part, en termes d'outils, de solutions pédagogiques, voilà, il y a une prise en main qui doit se faire et qui doit se faire en mode accéléré. Et puis aussi des enseignants qui peut-être eux-mêmes dans leur propre pratique en tant qu'internautes, en tant que citoyens, sont pas tout à fait encore à l'aise avec les outils ou n'ont pas encore intégré les bonnes pratiques. On observe la même chose chez les parents. Et c'est pour ça qu'on met vraiment un accent très très fort chez les cyberhéros pour accompagner aussi les adultes. Et d'ailleurs aussi pour cultiver l'idée d'un dialogue enfant-adulte sur ces enjeux-là, parce qu'on se rend compte aussi que les uns les autres peuvent d'une certaine manière aussi s'entraider parfois dans le fait de trouver des solutions. Ça marche dans les deux sens, parce que je peux former mes enfants, mais souvent ils vont aller parler avec leurs grands-parents et ils vont aider leur grand-mère à faire un truc qu'elle ne comprend pas sur son ordinateur. Donc effectivement, ça marche dans les deux sens. Et Jérémy, à votre niveau, au niveau de l'agence du numérique, comment est-ce que vous pouvez intervenir? Alors je sais que vous intervenez auprès de la sécurité des écoles pour protéger la structure informatique, l'infrastructure informatique de l'école, ce qui est déjà une première étape très importante. Est-ce que vous intervenez aussi au niveau du corps enseignant? Alors pour toute la partie effectivement infrastructure, là on se repose sur tous les prestataires, mais ça c'est effectivement bien mis en disant que c'est une composante essentielle avant de déployer du numérique. Au niveau des enseignants, on partage un petit peu le même constat. Même si on n'a pas encore commencé à dérouler exactement, on a déjà un bon dialogue avec eux. On leur demande encore une fois d'avoir des nouvelles compétences pour lesquelles ils ne sont pas spécialement formés et ce n'est pas tout à fait leur métier non plus. C'est encore une nouvelle corde à rajouter à un arc déjà bien chargé. Donc il faut faire attention à ne pas non plus les transformer en partenaires non volontaires. Donc vraiment être capable de les intégrer. Et c'est pour ça notamment dans le livre, on a toute une partie pour eux aussi, mais aussi lors du déroulement de la distribution, on leur propose s'ils veulent des animations, des aides pour démarrer là-dessus. Avec des professionnels, des gens qui peuvent vraiment venir les soulager et leur mettre le pied à l'étrier. Donc il faut vraiment être sûr de les transformer en bons alliés et ne pas leur rajouter une couche supplémentaire sur un métier déjà plutôt complexe. C'est intéressant parce que, est-ce que eux, quand vous discutez avec eux, ils sont plutôt demandeurs de connaissances pour transmettre ou plutôt d'aide pour faire intervenir des gens, par exemple, pendant l'année, ou les deux peut-être d'ailleurs, hein. Je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre à ça. Je peux répondre ici parce qu'on a occupé justement à lancer le sondage pour l'instant et on voit qu'il y a une énorme demande par rapport à la matière brute, entre guillemets la connaissance qu'eux peuvent intégrer à leur rythme dans leurs cours, où est-ce qu'ils en sont. Ça c'est justement quelque chose qu'on ne voulait surtout pas influer, mais aussi pour avoir des spécialistes qui viennent aider. Ça reste une matière qui fait peur, ça reste une matière qui a l'air complexe, alors que le minimum qu'on doit atteindre, ce que j'en appelle l'hygiène numérique de base, c'est vraiment pas compliqué. Mais c'est pas facile de démarrer à froid non plus, donc il faut un peu d'aide. Oui, je crois que de notre côté, ce qu'on a beaucoup observé, c'est que le fait de venir en classe proposer nous-mêmes des activités, bien souvent permet un petit peu de désactiver un certain nombre de craintes, de réticences, une forme de timidité en fait des enseignants par rapport à des sujets dont ils ne se sentent pas experts.
Et le fait de leur montrer que c'est faisable de plein de façons possibles. C'est aussi faisable de façon déconnectée, sans forcément avoir les écrans dans la salle de classe, permet, je pense, petit à petit de décomplexer un petit peu les enseignants sur le sujet. Même si on constate quand même que c'est un gros challenge. Et c'est un challenge qui sera relevé sur un temps, je crois, long pour que les enseignants s'approprient ces sujets-là. Je le vois comme une connaissance sur 2 niveaux. J'ai mon cours, j'ai mes slides, j'ai mon papier, enfin j'ai toutes mes connaissances que je veux transmettre aux enfants et que je fais de manière vraiment, en tant que cours magistral entre guillemets. Mais il y a l'autre partie, ce que je leur fais faire dans leurs exercices. Je reprends l'exemple de l'email qui a été créé. C'est le moment là d'intégrer justement la notion de mot de passe, qui est quelque chose qu'il faut justement ne pas annoter, si possible, avoir différents longs. Enfin, on connaît tous maintenant comment est-ce qu'il faudrait faire un mot de passe, même si on sait que ça n'est pas fait. C'est le moment là de peut-être de voir avec eux, quand vous allez faire telles activités, c'est le moment d'intégrer telle notion de sécurité informatique. Les enseignants aujourd'hui, tu le disais Jérémy, ils ont beaucoup à faire, c'est pas quelque chose de nouveau. D'un autre côté, ils ont aussi, on l'a vu depuis surtout la pandémie, on a vu développer des cours en ligne. Aujourd'hui, dans la plupart des écoles, ça s'est accéléré, il y a des ordinateurs et des tablettes, c'est-à-dire que Internet, qui finalement, avant la pandémie, Internet, c'est surtout un espace de recherche. Aujourd'hui, Internet est devenu un espace de travail. Ils sont dessus presque tout le temps. Est-ce que ça a changé la demande, et peut-être aussi chez vous, Justine, des enseignants, ils disent voilà, maintenant, on est beaucoup plus sur Internet, on a besoin, on s'en rend compte, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous avez plus de demandes et quel type de demandes vous avez ? Oui, effectivement. Là, je pense que ça n'a pas arrêté d'augmenter depuis la pandémie. Là, maintenant, c'est bien là. C'est surtout là pour rester. Il y a eu ce doute à un moment. Est-ce qu'on va retourner à la normale ? C'est juste passager, on verra bien comment ça se passe. C'est là pour rester. Il y a la partie numérique, donc cet espace en ligne, mais il y a aussi tout le rapport aux IA génératives. Comment est-ce que je gère tout ça ? Quelque chose qui est arrivé, qui a explosé en l'espace de 2 ans, et où même les spécialistes ont parfois du mal à suivre. Donc demander ça à du personnel scolaire de nouveau, d'être capable de suivre ça, de bien comprendre les enjeux, ça reste quand même un gros challenge. Donc dès qu'on peut produire du contenu et des niveaux animation, au niveau mise en place d'outils, de services, là on essaie un maximum de suivre, mais ça, on essaie de se calquer évidemment sur leur rythme à eux. De nouveau, arriver avec des solutions alors qu'eux n'ont pas encore bien assimilé le problème. C'est pas le bon moment, il faut plutôt sensibiliser, discuter, voir avec eux et peut-être aller un pas plus lent ou un pas sur le côté, mais arriver quand même à quelque chose de solide sur la fin. Oui, je crois qu'on voit quand même petit à petit reculer dans le monde de l'éducation le sentiment ou cette espèce de réflexe ou peut-être de crispation qu'il y a pu y avoir pendant longtemps et qui consistait à rejeter l'enjeu numérique. Et je crois que de part aussi effectivement le Covid qui a eu un effet vraiment assez spectaculaire et accélérant de l'arrivée du numérique dans certains corps de métier, on voit bien que finalement il y a quand même de plus en plus une acceptation du fait que cet outil est là et aussi du fait que outre les risques, outre tous les sujets de peur qui viennent avec le numérique, il y a aussi peut-être ici et là des petites opportunités et des sujets qui peuvent être intéressants et notamment, et c'est notre grand argument avec les cyber-héros, des vrais enjeux de citoyenneté, des vrais enjeux de vivre ensemble qui se jouent là. Et juste pour continuer justement sur vos interventions au niveau de cyber-héros, comment est-ce que les enseignants et les jeunes, finalement, réagissent quand vous êtes passé, après que vous soyez passé, quel est le sentiment sur vos formations ? On essaye d'être sur des formats qui soient les plus ludiques, les plus interactifs possibles pour amener aussi quelque chose qui stimule la curiosité, qui donne une petite envie d'y revenir. Et on essaye d'ailleurs de plus en plus de tendre vers des formats où nous, on a aussi l'occasion de revenir. Ça, c'est le grand projet pour les mois à venir, puisqu'on se rend compte quand même aussi, et je crois pas qu'on soit les seuls, c'est-à-dire qu'il y a un vrai défi à arriver à créer l'intérêt, créer l'enthousiasme et le maintenir ensuite sur le long terme. C'est pour ça aussi qu'on forme les enseignants et que de plus en plus on les forme sur des temps longs, avec des formations d'1 journée, 2 journées, voire plus. Mais je crois il va falloir qu'on aille
encore et toujours plus loin dans ce souci de maintenir et de nourrir vraiment l'intérêt aussi bien des plus jeunes que des plus âgés. Et c'est très spécialisé ou très particulier comme domaine, parce que on connaît bien le domaine de la cybersécurité, surtout avec Jérémy. On a travaillé dedans ensemble d'ailleurs pendant quelques années dans la sécurité informatique. On manque d'experts. C'est très clair. On n'a pas assez de gens. Comment vous trouvez ? Parce que tu dis on veut revenir, on veut faire quelque chose sur le long terme, essayer de retourner pour pouvoir continuer à éduquer ces jeunes. Mais c'est un projet chouette, mais vous avez assez de capacité pour faire ça. Comment vous faites ? Il y a deux choses. Il y a déjà le fait d'avoir une équipe qui soit la plus dynamique et la mieux formée possible. Et ça, j'ai le plaisir de travailler avec des collègues incroyablement motivés et vifs et en quête constante aussi de connaissances sur un sujet qui bouge beaucoup. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment le fait de s'assurer que nos projets soient viables sur le long terme, qu'ils soient financés et qu'on puisse vraiment se projeter sur une relation de confiance et encore une fois une relation dans la durée avec les établissements scolaires. Et Jérémy, toi tu me disais, vous travaillez beaucoup avec des prestataires externes, des partenaires. Quel type de partenaires vous engagez dans ce genre de sujet ou d'exercice ? Ici, c'est un petit peu nouveau pour nous, entre guillemets, parce que là, on s'attaque, comme je disais, plutôt aux enseignants et aux élèves. Et donc là, ce qu'on fait, c'est tous les partenariats et toutes les connaissances que l'on a dans le milieu de la cybersécurité. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément déjà d'entreprises qui faisaient ça à leur échelle, entre guillemets. C'était un peu leur manière de redonner le temps, ou alors à des tarifs absolument pas du tout compétitifs pour eux. Et on s'est dit, ils sont occupés à faire ça un petit peu plic-ploc, et on est occupé à discuter avec eux pour essayer d'acquérir une meilleure vue, de savoir combien d'établissements, combien de demandes ce serait, ainsi de suite, et de voir, via notamment l'aide du plan de relance et du programme Cyberwall by Digital Wallonia, si on ne peut pas aider à mettre ça en place, en fait, de manière un peu plus pérenne, un peu plus organisée. Où là, on aurait vraiment un grand pool d'experts, suivant les régions, suivant les compétences, qui peut donner un coup de main, et c'est pas toujours les mêmes qui essaient de donner leur temps comme ils peuvent entre deux chaises. J'ai beaucoup de demandes de gens qui disent « Ah, ce serait bien que tu viennes dans mon école, dans ma commune, est-ce que tu peux nous aider à nous éduquer ?» Donc, je pense qu'effectivement, un besoin, il y en a un, mais clairement, les connaissances, elles ne sont pas là partout. Justine, où est-ce que vous allez chercher vos connaissances ? En fait, c'est un travail au quotidien de veille déjà, qui est très, qui est un effort de longue haleine. C'est aussi essayer de participer à tout un écosystème d'associations, d'experts. On le fait notamment par l'intermédiaire d'un réseau dont on est membre qui s'appelle Bi-Éducation, qui rassemble tout plein de super organisations actives dans le domaine éducatif. Et donc voilà, c'est un exercice d'équipe et un dialogue constant pour essayer de se tenir à jour. Ouais. Et puis aussi, progressivement, la croissance de l'équipe fait aussi qu'on a des gens qui arrivent avec certaines casquettes, certaines spécialités, qui viennent un petit peu renforcer aussi cette dynamique-là. Et vous avez des parents qui viennent vous dire « Ah, j'aimerais bien aussi, pour mes enfants, formez-moi, aidez-moi, je veux aller dans mon école ». Alors ça, c'est des interactions qu'on a de plus en plus, notamment parce que notre posture vis-à-vis des parents a pas mal évolué ces dernières années. Quand on a commencé à se poser la question de la parentalité avec les cyber-héros, on est allé d'abord vers ce qui était une forme d'évidence pour nous, qui était de se dire on va faire ça par l'intermédiaire des écoles. Et on s'est mis à organiser des ateliers parents dans les établissements scolaires, notamment en partenariat avec la Ligue des familles côté wallon et puis côté avec Gezinsbond en Flandre. C'est quelque chose qu'on fait toujours, qui fonctionne relativement bien, mais qui dans le même temps n'attirait pas autant de parents que ce qu'on aurait pu espérer. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas vraiment le temps de consacrer 1 heure, 2 heures à des sujets qui peuvent peut-être sembler un peu techniques, un peu peu attractifs peut-être. Et puis il y a beaucoup de parents qui viennent pas vraiment à l'école et vis-à-vis desquels il faut finalement trouver une façon de venir s'inviter dans le quotidien. Donc c'est comme ça que de plus en plus, on s'invite dans les salles d'attente des centres médicaux avec toutes sortes de ressources pour créer un peu de réflexion, du dialogue, du jeu autour de ces sujets. On organise des choses dans des espaces commerciaux. On va voir ce qui se passe dans des associations locales, les maisons de quartier. Et là, effectivement,
petit à petit, on arrive à accrocher l'attention des parents qui, de plus en plus, viennent nous voir. Et il y a un petit effet boule de neige qui se crée. Et on est ravis de constater que voilà, il y a 1001 fenêtres à venir ouvrir pour aller trouver ces parents qui, mine de rien, sont préoccupés par l'enjeu numérique et s'y intéressent. Oui, mais on avait un petit peu le même constat ici en discutant avec l'enseignement, c'était aussi touche les parents, c'était un petit peu bonne chance, on vous regarde faire. Et donc on s'est dit, bah voilà, on va essayer avec le livre justement d'avoir, on avait l'énorme débat qu'on a eu évidemment, c'était numérique ou papier. Vu qu'on s'appelle l'agence du numérique, c'était un petit peu, c'était un petit peu difficile, mais j'ai quand même réussi à dire, ok, il faut quelque chose d'analogique, il faut du papier, c'est quelque chose qui doit être capable de traîner quelque part, quand on a une question, on pose, et c'est aussi bien pour le professeur, l'étudiant, mais aussi son parent, ou ses parents, quand il se dit, bah tiens, je sais pas trop de quoi il parle, il a ce qu'il faut, il ouvre, il voit le sommaire, il va regarder exactement ce qu'il veut, et chaque partie de l'information est vraiment une snippet d'info qui est digérable de son côté. Donc il ne doit pas se taper tout l'historique de la cybersécurité pour savoir comment faire un mot de passe sécurisé, ou comment discuter d'un nude avec son enfant. C'est 2 pages, 2 encarts, et il a déjà quasiment le minimum pour avancer. Et donc un livre comme ça, c'est un gros projet. Comment est-ce que vous avez choisi les sujets que vous avez traités dans cet ouvrage en fait? Alors on a un petit peu triché en fait, parce qu'on s'était évidemment, on a une temporalité qu'on devait respecter qui était assez dure, vraiment très très courte, et donc on a eu de la chance de rencontrer des super auteurs en France, Diane et Adi, d'Issa France, qui eux avaient écrit le livre pour la partie française, donc vraiment pour la France, et qui était vraiment chouette. Il avait bien vieilli l'ouvrage, ça faisait un petit temps qu'il l'avait fait, et on s'est dit pourquoi ne pas s'associer avec eux, reprendre l'ouvrage, l'adapter entièrement à la Belgique, et évidemment remettre au goût du jour. Donc là les informations sont bonnes jusqu'à plus ou moins décembre 2023, janvier 2024. On a vraiment essayé de faire le plus à jour possible. Et donc là, on a réussi à gagner ce fameux temps qui nous manquait et se consacrer sur comment le distribuer, quoi modifier, le mettre à jour le plus possible. Parce que comme tu dis, c'est un ouvrage, c'est colossal à faire à partir de zéro. Et on parle de sujet, Justine, toi ou ton équipe rencontrez des enfants. Quand vous leur posez la question, qu'est-ce qui les intéresse? Quand vous parlez de la cybersécurité avec eux, c'est quoi leur façon de réagir? C'est-à-dire que forcément sur des enjeux comme cela, il faut lancer la conversation sur des sujets très 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 concrets. Et en fait, en réalité, quand on interroge les enfants sur des expériences éventuellement d'arnaque, quand on leur pose des questions aussi sur leur pratique numérique, est-ce qu'ils jouent en ligne? À quoi est-ce qu'ils jouent? La parole se libère toujours très vite. Et pour le coup, les expériences des enfants, et notamment les expériences malheureuses en termes d'arnaque ou d'interaction dangereuses, on va dire, sur Internet, voilà, il y a souvent beaucoup de choses qui remontent. D'office, vraiment, cette question de interroger directement les jeunes sur ce qu'ils font, c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer beaucoup et aussi de recommander typiquement aux parents pour aussi cultiver vraiment cet intérêt et cultiver le fait qu'on en parle entre adultes et enfants de ces choses-là. Et il y a peut-être aussi des points d'intérêt ou des points communs à soulever et des réflexions communes à avoir sur des enjeux qui pour certains sont très nouveaux ou d'autres finalement sont simplement dans le prolongement de ce qui est une vie en société, une vie sociale où on interagit parfois avec des gens bien intentionnés et parfois avec des gens pas du tout bien intentionnés. Et puis évidemment, quand tu fais ce métier-là, alors tu as toujours quelqu'un qui vient te raconter une histoire. Comme cette maman qui vient m'expliquer qu'en fait un jour son fils qui jouait à Roblox, très très populaire, un jeu très populaire chez les jeunes, est venu la voir parce que le joueur en face lui voulait lui faire acheter quelque chose et il dit mais j'ai pas de sous. Il dit c'est pas grave, tu vas prendre la carte de crédit dans le sac à main de ta maman. Il est allé voir sa maman et il n'est pas allé dans le sac à main, mais ça fait peur parce que tu sais qu'il y en a qui vont le faire. Clairement, est-ce qu'ils en parlent entre eux? Est-ce que tu as l'impression qu'ils en parlent entre eux, Justine? Enfin, tu les rencontres dans les formations. Est-ce que c'est des sujets auxquels ils parlent ou c'est uniquement un sujet sur lequel ils vont se laisser aller quand il y a un éducateur ou un professeur qui leur en parle? Alors, je voudrais pas trop m'avancer là-dessus, au sens où je suis pas moi-même directement dans les ateliers avec les formateurs. Je crois qu'ils seraient en meilleure position de le dire. Ce qu'on constate, c'est que le fait que la parole soit plus ou moins libre varie aussi selon les sujets, selon le sentiment parfois de honte
qui peut être ressenti selon ce qui se passe. On sait en revanche vers qui les enfants tendent à se tourner quand il y a un souci. Et en priorité, c'est plutôt les parents. Et en seconde place, les amis. Mais j'imagine qu'en fait, ces statistiques-là cachent aussi d'autres variables qui sont liées justement parfois au fait qu'il y a des choses qui sont très difficilement exprimables vis-à-vis d'un adulte ou à l'inverse vis-à-vis d'un ami selon la situation dans laquelle on se trouve. Souvent, les parents ont du mal à réagir de manière adéquate parce qu'ils sont parents et que c'est des sentiments et qu'évidemment c'est révoltant quand c'est leur propre enfant qui se fait cyberharceler. Enfin, je veux dire que c'est dur. Et là, clairement, il y a aussi, je pense, des formations, de l'éducation à faire auprès des parents pour... Et si ça arrive à vos enfants, il y a des choses là-dessus dans vos formations ou peut-être dans le livre de l'ADN, je ne sais pas, c'est un peu particulier quand même comme sujet pour votre livre, mais c'est évoqué dans vos formations, Justine ? Oui, alors c'est en fait effectivement un gros sujet et clairement un enjeu très important pour les parents quand on les rencontre en atelier. Nous, on a une posture qui consiste à essayer de faire connaître un certain nombre de solutions, un certain nombre d'interlocuteurs qui peuvent être une aide, faire connaître aussi le cadre légal qu'il est très important de connaître pour aussi savoir que dans certaines situations, eh bien, il faut tout simplement aller voir la police, déposer plainte. Mais on essaye aussi, dans notre rapport aux parents et dans la façon dont on parle de parentalité numérique, d'éviter de vouloir trop dicter bonnes, mauvaises pratiques, de grosso modo donner une checklist applicable à tout parent pour tout enfant, parce qu'on sait aussi que voilà, il y a une approche de l'éducation, une approche de la parentalité qui peut varier d'une famille à une autre, d'une culture à une autre. Donc on essaye vraiment de suggérer, de conseiller, de faire connaître, d'inspirer des bons réflexes, mais aussi tout en veillant toujours à ne pas franchir la limite du « faites ci, faites ça ». Effectivement, ça a été un des curseurs les plus difficiles à bouger dans le livre, c'est déjà de quel sujet on aborde, jusqu'où on va, et comment est-ce qu'on arrive à garder un ton qui leur parle sans jamais tomber dans le jugement. Et donc ça, heureusement, les auteurs ont bien pu nous aider, on a eu plusieurs lectures, heureusement internes et externes. Et donc pour répondre à la question aussi par rapport à ce qu'on en parle ou pas, bah oui, finalement on a décidé, donc tout ce qui est nude, échange de photos, il y a un petit peu le guide, le minimum d'informations qu'il me faut pour commencer à envisager de le faire, comment je m'en protège, jusqu'à comment est-ce que je gère le chantage à webcam ou le sextortion, ce genre de choses. Voilà, pas mal d'hésitations. Nous, on trouve assez important de le mettre et de traiter ça de manière la plus juste, sans masquer les choses. Hein. Ça m'a toujours fait beaucoup sourire quand, en discutant soit avec des collègues ou d'autres lecteurs, en me disant « Je comprends pas pourquoi tu mets ça, moi j'ai des enfants, ils feraient jamais ça. » Il y a des gens qui ont des enfants entre 12 et 17 ans, ils ont un smartphone, je fais oui, et tu as encore de belles illusions, tant mieux pour toi, on va rester là. Moi j'aime bien, vous parlez de l'équilibre entre les professeurs et les parents, et je pense que c'est important, on a tous un rôle dans toute la vie de l'enfant, ils sont à l'école la journée, ils sont à la maison le soir, que tout le monde sache les encadrer et leur donner les bons conseils quand ils sont en ligne. Il y a d'autres partenaires, il y a d'autres possibilités que les parents et l'école. Est-ce que vous travaillez avec les médias sociaux, par exemple, avec les Meta, avec les Google, avec pour essayer d'aider les jeunes? Est-ce que vous demandez à des spécialistes dans le secteur bancaire, par exemple, de venir vous aider à les former à tout ce qui est escroquerie en ligne? Parce que ces gens font ça aussi auprès de tous les clients de leur banque. Est-ce que vous avez des contacts avec des gens ou des institutions comme ça? Ouais, tout à fait. En fait, on essaye effectivement au fil de l'année d'entretenir toute une série de contacts, aussi bien côté public que privé, pour nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, en fait, se tenir à jour de ce qui se passe, des évolutions technologiques, et puis aussi mieux comprendre quelles sont les positions des uns et des autres par rapport aux enjeux de la sécurité numérique, de l'inclusion aussi numérique, qui est un gros enjeu sur lequel, par ailleurs, on travaille beaucoup avec Bibliothèques sans frontières. Il y a aussi à Bruxelles, sur l'année, un calendrier d'événements qui permet régulièrement de se rencontrer et notamment d'échanger, typiquement avec les représentants des grandes entreprises de la tech. Donc oui, on ne manque pas d'activités, effectivement, pour
pour dialoguer sur ces sujets et puis petit à petit aussi affiner notre discours par rapport aux solutions qui sont disponibles, aux risques tels qu'ils menacent les plus jeunes comme les moins jeunes, et puis aux éventuelles responsabilités de chacun dans ces complexités-là. Oui, de notre côté aussi, on essaie de garder un maximum le contact avec les écosystèmes et avec la réalité du terrain, tout simplement. Donc, ne fût-ce que pour de la veille, mais aussi voir quelles sont les autres initiatives. Ici, ça permet de découvrir Cyberhéros, que j'avais déjà simplement entendu parler, mais je n'avais pas réalisé la portée. Rien que ça, par exemple, ce genre d'interaction est hyper précieuse. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? DNS Belgium avec les Dubox, la Cyber Security Coalition pour toute la partie awareness, discuter ensemble, voir qui fait une campagne quand, le CCB évidemment, qui est aussi occupé à regarder là-dessus, Child Focus, voilà, de nouveau pour les enfants, et les différentes entreprises de tech pour avoir leurs initiatives privées et voir un peu comment transformer ça en un tout cohérent. C'est un petit peu le mal et la force de la cyber pour l'instant, c'est qu'on fait plein de choses, mais on fait plein de choses dans tous les sens. Et donc arriver à coordonner ça reste vraiment un des plus gros défis, et ça ne passe que par la dialogue, la rencontre. Je voudrais parler aussi un petit peu des données, parce que j'ai plusieurs enfants à la maison, ils sont évidemment, ils sont plus âgés, donc ils ont tous un ordinateur, un smartphone. Et puis quand on discute avec eux, pour eux, leurs données personnelles sont des choses extrêmement privées qu'eux ne veulent pas dire sur leur façon d'être, mais leur nom, prénom, leurs habitudes sur Internet, ça, c'est pas personnel. Pour eux, c'est pas quelque chose qui a l'air dangereux. Pourtant, on le sait, c'est avec ça qu'ils vont commencer à construire ce qui leur permettra demain d'arnaquer et de manipuler nos enfants. Comment ça se passe, la donnée de votre côté au niveau des formations ou même au niveau de l'ADN, Comment est-ce que vous gérez ça par rapport aux jeunes surtout donc, c'est assez intéressant parce que j'ai le même discours avec des entreprises qu'avec des enfants. Où c'est un petit peu, les données, oui, j'ai mis mon nom, j'ai mis mon prénom, je paye des choses en ligne, oui, j'ai un compte Facebook où je réserve sur Airbnb, et alors? Et ils ne se rendent pas compte du tout que ça, même de manière en masse, anonyme, ça a de la valeur en fait. Et c'est vraiment, et ça, quand ils commencent tout doucement à s'y intéresser, à réaliser. Donc par exemple, on a une petite illustration dans le livre que j'aime beaucoup, c'est un ticket de caisse en fait. Où on met, j'ai le numéro de carte bancaire, identifiant de compte en ligne, un compte Instagram qui a été piraté il y a 2 ans et qu'on n'a jamais changé, je dis Airbnb, c'est un bon moment, ou les gens qui font une photo de leur carte d'identité ou de leur passeport et qui laissent traîner ça. Voilà. Et là, ils disent, personne ne va les trouver. Et en fait, non, et même si on ne sait pas les relier un par un, donc vraiment une info, une personne, c'est pas très grave, ça a de la valeur. On a fait un petit exercice aussi, ce qu'on appelle un IMC, un indice de masse cyber, où avec quelques questions ultra simples, on leur dit à quel point vous avez déjà une chance que vos données soient quelque part sur une fuite en fait. Et on leur donne le moyen de les vérifier. Le fameux I have been pwned. On est tous à 100% là, non Oui. Et au niveau de Bibliothèques sans frontières, vous parlez de comment je sécurise mes données et qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça et pourquoi c'est important? Oui, bien sûr. En fait, je crois que quand on touche à la question de la sécurité en ligne, on est parfois tenté de parler il faut adopter des bons réflexes. Or, je crois que avant de penser aux réflexes, il faut déjà être dans la réflexion. C'est-à-dire la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un réseau social, comment fonctionne un algorithme, comment les données personnelles sont susceptibles de plus ou moins voyager par-ci et par-là. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de beaucoup cultiver aussi parce que c'est aussi un sujet passionnant, mis à part aussi tous les risques que ça représente. Et voilà, et on a une approche similaire d'ailleurs sur toute la palette des thématiques cyberhéros, quand on parle de désinformation, notamment de tentatives de manipulation en ligne, quand on parle de cyberharcèlement et des proportions que peuvent prendre les diffusions de messages, de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a cet angle vraiment d'une meilleure compréhension, d'une compréhension problématisée de comment fonctionne ce gros truc qu'est l'Internet. C'est vraiment un axe qu'on essaye de développer dans nos pratiques et dans nos activités. Je voudrais revenir un peu sur ce que tu me disais tout à l'heure, Jérémy, par rapport au livre. Tu m'as dit, vous êtes allé voir en France, on a trouvé un ouvrage de base qui fonctionnait bien et qui était bon. Il y a
effectivement, on n'est pas la problématique de la formation à la jeunesse, de la jeunesse sur la cybersécurité, c'est pas nouveau et c'est pas belge, c'est international, c'est partout dans le monde. Est-ce qu'il y aurait des initiatives que vous avez vues dans vos recherches, dans vos veilles, où vous dites ça, c'est vraiment quelque chose de chouette qu'on devrait avoir en Belgique ou qu'on n'a pas, mais qu'on aimerait peut-être reprendre plus tard? Il y a des idées qui sont géniales ailleurs? On a regardé un petit évidemment plutôt du côté européen, notamment en France. On travaille beaucoup parfois avec la Bretagne aussi. Ils ont une terre très cyber là-bas. Et la manière dont ils intègrent déjà la cybersécurité le plus tôt possible, c'était vraiment intéressant. Et y compris avec un peu de technique. Donc c'était dans pas l'école, juste... tu veux dire, dans l'enseignement des enfants, quand il dit le plus vite possible, c'est le plus tôt possible, c'est à l'école. C'est ça, oui. Oui, c'est-à-dire le plus tôt possible vraiment dans l'école, et donc on avait plutôt dans l'idée d'être dans les 15-20 ans, et en fait on a maintenant aussi beaucoup de demandes, et on voit beaucoup d'actions qui se font à travers l'Europe pour même le niveau primaire déjà. Vraiment les choses de base. Donc pas la complexifier non plus, mais c'est vraiment j'aime pas le terme responsabiliser, mais les mettre en contact et leur faire prendre conscience de cette action dans le numérique, elle n'est pas complètement virtuelle. Ça a plein d'impacts, c'est vraiment important, et ça se construit dès le début en fait. Nous, on est en permanence hyper inspirés de ce qui se passe, en particulier au niveau européen, par des assos qui font des choses hyper créatives, et notamment dans les formats d'activités, dans des approches qui sont très ludiques, qui mélangent aussi le hors-ligne, le en-ligne, ça, pour le coup, c'est aussi un aspect qui nous nourrit énormément au quotidien, et on a un très chouette réseau d'associations avec lesquelles on parle régulièrement, justement pour faire évoluer nos ressources, ce qu'on crée, pour aussi éventuellement parfois capitaliser sur des formats qui sont, imaginés en Italie, et puis dont on se dit on pourrait peut-être traduire ça serait chouette aussi pour nos publics belges. Donc c'est aussi ce qui fait que de plus en plus on cherche à monter des projets à échelle européenne, parce qu'on se rend compte aussi que d'un pays à un autre, les enjeux sont souvent très proches, alors avec des nuances, parfois, notamment quand on s'intéresse à tout ce qui est manipulation en ligne ou désinformation, il va y avoir certains sujets qui prennent davantage le dessus d'un pays à un autre, mais mine de rien, des mécaniques qui sont les mêmes, des défis aussi en termes d'un point de vue plus opérationnel, qui sont très similaires, et voilà, ça fait une grosse partie de mon métier à moi en tant que programme manager, c'est justement aussi d'identifier ces potentielles synergies à un niveau européen. Donc en fait, toi, tu es la partie sans frontières des bibliothèques. On peut dire ça comme ça, oui, en tout cas en partie. Et toi, Jérémy, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Mais oui, ça résonne beaucoup ce que Justine vient de dire. C'est quelque chose qui est à travers en filigrane vraiment tout le programme Cyberwall, c'est ne pas réinventer la roue. Donc la problématique, elle est rarement neuve. Les solutions, il y en a déjà une partie qui est explorée, et surtout, d'autant plus quand c'est de l'argent public, si on peut déjà trouver quelqu'un qui a trouvé une partie de la réponse, l'aider à construire ou essayer de repartir sur ces bases-là, ça va plus vite, ça va plus loin, et ça coûte souvent moins cher. Donc là, 100% derrière l'initiative. On a fait un peu le tour d'Europe, là, très vite, et très large, mais je voudrais qu'on revienne sur les solutions belges, parce qu'on en a qu'on a récupéré d'autres endroits, il y en a qu'on a créé nous-mêmes, mais je pense que les gens qui nous écoutent connaissent la problématique de la protection des jeunes, ont été convaincus par ce que vous proposez. Donc je vais revenir un peu sur certaines solutions qui existent, que je connais, et puis je vous donnerai un petit peu plus de temps pour parler dans le détail de ce que vous faites, du Cyber Hero. Comment ça se passe, le livre aussi, quand est-ce qu'il sort, et moi, est-ce que j'y ai accès en tant qu'enseignant? Parce que maintenant, je dirais que si ce sont des enseignants ou des parents qui nous écoutent, et je pense que quasiment tout le monde est parent et un petit peu enseignant, en tout cas de ses enfants, où est-ce que je vais trouver du matériel? Alors, moi, je commencerai par l'Edubox. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Jérémy. L'Edubox, qui est une collaboration, il y a beaucoup d'entreprises publiques et privées qui ont travaillé dessus. C'est l'Edubox cybersécurité donc de la VRT, et parce que ça, c'était une grande première aussi de la RTBF, parce que celle-ci, elle existe en français, ça a été la première qui a été faite en français. Donc l'Edubox, c'est pour l'enseignement, pour éduquer les jeunes. Et il en existe une depuis maintenant 2 ans, je pense, qui a été faite aussi en collaboration avec la Cyber City Coalition, et qui marche très bien.
J'ai été sur plusieurs salons d'enseignants pour la proposer, pour les former, et on a vidé les cartons. Donc, la demande des enseignants pour ce genre de matériel, elle est réelle. Et je pense qu'ils ont compris que les jeunes aujourd'hui ont besoin de soutien là-dessus. Et donc, ça fonctionne pas mal. Donc, si vous voulez aller... Je mettrai de toute façon les liens vers tout ce dont on parle maintenant et surtout ce qui est belge dans les notes de l'épisode. Donc, il n'y aura pas de souci. Allez voir les notes et vous trouverez le site de l'Edubox et puis de celui de Bibliothèques sans frontières. Et puis, je ne sais pas s'il y a déjà un site pour aller trouver le livre, mais on va donner les indications pour le trouver quand il sera imprimé. Il y a aussi Child Focus, on l'a vu, si vous allez sur le site de Child Focus, ils font énormément de choses pour la sécurité des jeunes. Ils ont des exercices absolument formidables pour juste les faire réfléchir. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette idée de mettre le sujet au milieu de la pièce et laisser les enfants construire. Alors, guider, mais laisser les enfants construire la discussion, ça marche très très bien. Ça, c'est les 2 premiers que je connaissais. Donc maintenant, on connaît un petit peu les cyber-héros. Donc Justine, moi, je suis enseignant ou parent, ou ça m'intéresse. Alors, je peux me rendre sur le site de Bibliothèques sans frontières. Mais tu peux nous en dire un tout petit peu plus comment ça fonctionne, une séance? D'abord, comment on vous contacte et puis comment ça fonctionne? Ouais, alors pour ce qui est de nous contacter, c'est tout simple, ça se fait via le site de Bibliothèques sans frontières Belgique. On y retrouve une présentation de nos différentes ressources, des différents formats d'intervention qu'on propose. Du côté des enseignants, il y aura différentes possibilités selon qu'on soit dans le primaire ou dans le secondaire. Dans le cas du primaire, on essaye de proposer autant que possible une sorte de formule qui permet, en cohérence avec ce que je disais un peu plus tôt, d'aller voir aussi bien les enfants que les parents et les enseignants. Et donc, c'est ce qu'on appelle la cyber school, qui permet donc d'avoir un moment avec chacun de ces trois groupes. Et ça peut se faire aussi bien avec une approche multithème qu'en se focalisant sur un sujet en particulier, notamment le cyberharcèlement ou la désinformation et plus largement la manipulation en ligne. Et puis côté secondaire, on est là dans d'autres formats aussi parce que le public n'est pas le même et que forcément on ne peut pas s'adresser à des adolescents de la même manière qu'on le ferait avec des enfants de 8, 9, 10 ans. Et donc là, notamment, on a un dispositif qu'on aime beaucoup et qu'on a très envie de mettre davantage en œuvre dans le secondaire, qui consiste en fait à proposer aux élèves les plus âgés de réfléchir ensemble à leur pratique numérique et de les coacher pour que eux viennent ensuite accompagner les plus jeunes. Déjà parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une expérience chez les jeunes qu'il faut valoriser. Il y a toutes sortes des pratiques numériques qui sont déjà très très développées. Et que probablement qu'on peut les encourager à réfléchir et à remettre un petit peu en question leurs pratiques d'une façon qui soit aussi constructive pour les plus petits. Et donc ça, c'est la formule qu'on appelle Cyber Captain et qui de plus en plus est testée dans les écoles en Belgique. Pour ce qui est des parents, on est ouvert à toutes les propositions d'intervention, que ce soit en milieu associatif, que ce soit en milieu scolaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire et on se ferait un plaisir de programmer un atelier. Formidable, je vais m'inscrire. Parfait. Et Jérémy, donc ce livre, parce que tu nous en parles depuis tout à l'heure, alors je pense que c'est une grande première. Je pense qu'au niveau de l'Agence du numérique, de créer un livre surtout pour la jeunesse et pour protéger la jeunesse, moi je suis intéressé en tant que parent déjà. Qu'est-ce que je vais retrouver dans cet ouvrage? Ce sera ma première question. Et puis quand est-ce qu'il sort et où est-ce qu'on le commande? Alors, pour ce qu'on va y retrouver, là, on a essayé de séparer par section. Donc, on a vraiment la partie se protéger, réagir, créer, s'engager et se cultiver. Je suis relativement vague, ça ne va pas rentrer dans les détails. Mais se protéger, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est comment ça se passe, comment j'évite de tomber dedans. Si je suis tombé dedans, comment je réagis. Justement, tu arrives dans la partie réagir à ce moment-là, où là on est vraiment dans l'action, dans le concret, aller voir des choses, faire des choses. Créer, s'engager, c'est un petit peu mieux comprendre l'écosystème et surtout essayer d'en faire partie. Parce qu'il y a quand même un but avoué, soyons clairs, c'est d'introduire la cybersécurité plus tôt, avant qu'il n'arrive à l'université, pour commencer à générer des vocations. Je pense que c'est un secret pour personne, on manque cruellement de ressources, de gens intéressés, de faire une carrière là-dedans, et ils ne se rendent pas compte de la richesse qu'on peut avoir et la diversité. Il ne faut pas être ingénieur pour faire ça, il y a plein de moyens de rentrer dans la cyber, c'est super intéressant. Et la partie se cultiver, là on a quand même un ouvrage qui a vocation d'exister dans le milieu scolaire, il faut quand même apprendre 2-3 choses de manière relativement ludique et on espère intéressante.
Concernant le fait de mettre la main sur l'ouvrage, bah là il va être lancé niveau impression, donc il y aura normalement 40 000 exemplaires prévus au minimum pour cette année. Encore la même chose l'année prochaine, plus des éditions numériques, mais ça c'est plutôt pour les écoles, typiquement affichées sur un rétroprojecteur commun dans une classe, ce genre de choses. On va d'abord s'occuper des écoles en premier, donc tout ce qui est établissements scolaires. On a aussi toutes les structures annexes, ça peut être BICOT, ça peut être des espaces publics numériques, EPN, ce genre de choses, et toutes les associations qui veulent participer et l'en distribuer. Donc ça peut par exemple la Cybersecurity Coalition, ça peut être CyberHero, ce genre de choses. Et tu mentionnais les Edubox tout à l'heure. Ben là par exemple, on est occupé à regarder avec eux comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin ensemble. Parce que nous on a un très bon support je pense, mais qui est statique, et eux, ils ont des activités hyper dynamiques, mais plus courtes. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'enseignant n'ait pas envoyé 3 mails, 2 coups de téléphone et 5 mails pour avoir l'ensemble plus grand qui existe en fait en Wallonie et en Belgique? Ça, c'est génial. D'autant plus que l'Edubox, c'est une initiative qui, si je ne me trompe pas, a été lancée par la VRT il y a un certain nombre d'années, et qui est malheureusement pas encore suffisamment soutenue au niveau de la Wallonie. Et il n'y a qu'une seule Edubox qui parle de cybersécurité, enfin celle qui parle de sécurité, qui soit disponible en français, les autres ne sont pas traduites. Et donc effectivement, si l'ADN peut intervenir et soutenir la production francophone, ou la traduction en tout cas, de ces Edubox, je pense qu'il y a beaucoup de matériel qu'on va pouvoir amener en français au niveau de la Belgique, donc ça ce serait vraiment très très bien. Oui, on revient à la même chose, ne pas recréer la roue, ça existe déjà, on sait que la qualité est bonne. Moi j'ai été personnellement vérifier un petit peu la partie néerlandaise. Voilà, donc ça, le projet dans les cartons, c'est en discussion. Eh bien, merci beaucoup. Quand même une question, il sera en vente publique ce livre ou pas finalement? Alors l'ouvrage est gratuit, ça c'est aussi un point important, donc c'est quelque chose vraiment qu'on distribue. C'est pour ça d'abord qu'on vise évidemment toutes les implantations scolaires pour les élèves, et après ça on va voir suivant les stocks et suivant la demande, pour essayer de les distribuer à un public plus large. Et donc en tant que parent, si moi je voulais en commander un? Alors en tant que parent, non, malheureusement non. Ça, ce sera via ton enfant, si dans une école ici en Wallonie. C'est gratuit, c'est pour l'enseignement, c'est pour les associations qui vont former nos enfants à se protéger. Mais donc nous, en tant que parents, on n'y aura pas accès directement. Non, ce n'était pas l'hypothèse de départ. Maintenant, de nouveau, c'est une première, surtout à ce volume-là. Rien n'est figé dans la pierre. Si on a suffisamment de demandes ou qu'on voit qu'il y a un réel intérêt à ce niveau-là, tout est possible. Mais alors, on fera sans doute une édition un peu différente. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour votre participation à ce deuxième épisode de CyberTalk, le podcast, je l'ai dit, de la Cybersecurity Coalition. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations, d'abord sur la coalition, sur son site internet www.cybersecuritycoalition.be en un mot. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Et puis, je l'ai dit, les liens vers vos sites et vers les produits et les solutions que vous proposez pour les parents et pour les écoles seront aussi dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pourrez plus facilement continuer votre formation à vous après avoir écouté ce podcast. Je rappelle aux membres de la coalition qui nous écoutent que les prochains événements de la coalition sont très bientôt. Le 8 octobre, il y a l'événement phare de la coalition Be Cyber qui aura lieu au Blue Point à Bruxelles, qui est la grand-messe de la cybersécurité en Belgique, surtout évidemment pour les entreprises et les professionnels. Et puis, les célébrations du 10e anniversaire de la coalition auront lieu le 20 février 2025 au Plaza à Bruxelles. Mettez cette date dans votre agenda si vous êtes membre de la coalition ou un des partenaires de la coalition. Ce sera une grande soirée. Maintenant, si vous n'êtes pas membre, aussi faire un peu de recrutement et un peu d'auto-promo. Écoutez, si vous n'êtes pas membre, vous trouverez, je l'ai dit, toutes les informations sur le site de la coalition pour savoir comment et peut-être aussi pourquoi devenir membre, parce que vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on parle entre experts, mais de manière à s'aider les uns les autres. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous nous avez écoutés, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de CyberTalk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne. Au revoir à tous. À bientôt.